Je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile, comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai grandi loin des futaies, où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume. Comme un arbre dans... L'Homo sapiens est apparu dans la savane arborée, c'est-à-dire un milieu végétal sec parsemé d'arbres de la famille des acacias, qui sont notamment reconnaissables de par leur forme aplatie au sommet. L'évolution de notre espèce est donc faite en lien avec les arbres. La nature est sacrée, son allégorie est l'arbre. Et dans toutes les sociétés, un culte est voué à ce végétal. On retrouve souvent dans les religions et mythologies occidentales que les profondeurs s'apparentent aux enfers, Hadès, Satan, Belzébuth, et à l'opposé, les hauteurs symbolisent les lieux saints, le mont Olympe, les cieux, le mont Sinaï. L'arbre fait le lien entre les deux. Son système racinaire et tortueux descend vers les enfers, tandis que sa couronne nous élève vers les cieux. La mythologie celtique vouait aussi un culte aux forêts. Les forêts étaient habitées par des nymphes, et donc l'abattage des arbres était proscrit. Il fallait d'abord effectuer une cérémonie religieuse pour laisser échapper les esprits hôtes. On retrouve cette mysticité dans les légendes arthuriennes. Elle se déroule en grande partie dans la forêt de Brocéliande, un lieu magique où l'on retrouve Merlin l'Enchanteur, les fées Morgane et Viviane et les chevaliers de la Table Ronde. Dans la mythologie viking, c'est l'Yggdrasil, un frêne cosmique et gigantesque, qui fait monde. Cet arbre soutient, abrite et fait le lien entre 9 royaumes, notamment l'Asgard, le monde des dieux, et le Midgard, le monde des hommes. Son origine historique est assez mal connue, néanmoins on sait qu'il s'agit du premier de tous les arbres et qu'il a généré la vie. Selon les différentes interprétations, ce sont ses racines qui définissent les différents mondes. On peut également penser à l'arbre à palabre en Afrique centrale et de l'Ouest. C'est un lieu traditionnel de rassemblement et de discussion. On y raconte des contes, on discute, on débat. C'est un lieu pour la parole et pour l'écoute. Contrairement à une idée reçue, la surface forestière française s'est largement accrue entre le XIXe siècle et aujourd'hui, passant d'environ 9 millions d'hectares en 1850, soit 16% du territoire, à 16 millions en 2012, soit 30% du territoire. La déforestation a commencé durant l'époque gallo-romaine. Les Celtes vouant un culte aux forêts, Jules César a entrepris de nombreux abattages pour asseoir son pouvoir, mais aussi pour bâtir son empire. Au cours du Moyen-Âge, la forêt regagne du terrain, puis se refait grignoter par l'essor agricole du servage. C'est ainsi que Philippe IV va promulguer le premier code forestier en 1346. Au cours de l'époque moderne, le cardinal de Richelieu sous Louis XIII et le ministre des Finances Colbert sous Louis XIV vont mettre au pas la forêt en construisant de grands édifices et des navires de guerre. Ainsi, au XIXe siècle, seuls 16% du territoire français est recouvert de forêt. Suite à ce constat, un nouveau code forestier est promulgué en 1827. La politique de Napoléon III et des grands architectes comme Haussmann vont renforcer le couvert forestier français et regagner du terrain jusqu'à aujourd'hui. Notre climat et notre environnement changent. Les questions concernant le vivant n'ont jamais été autant d'actualité. Il existe une multitude d'espèces d'arbres dans nos villes, parfois elles ont été importées de régions plus lointaines, et d'autres fois ce sont elles qui ont migré. Que ce soit le résultat d'une politique humaine ou du climat, les arbres sont des marqueurs de notre société et de son histoire. Ils sont représentatifs d'une géographie, nous avons mentionné les acacias dans la savane arborée, mais on peut également penser aux oliviers dans les régions méditerranéennes, aux conifères dans la forêt boréale ou en haute altitude, ou encore ces étranges mangroves dans les marais maritimes des climats tropicaux. Généralement, on classe les arbres en deux grandes catégories. Ceux qui perdent leurs feuilles l'hiver, les arbres à feuilles caduques ou feuillus, et ceux qui les gardent, les sempervirents ou résineux. Les arbres proposent des solutions efficaces pour anticiper le changement climatique et apporter une durabilité à la ville et au territoire. Les arbres remplissent ce que les chercheurs appellent des services écosystémiques, à savoir 3 grands types de services. L'approvisionnement, comme la nourriture, l'énergie ou la pharmacie, un service culturel, la valeur symbolique, spirituelle ou esthétique, et enfin de régulation du climat ou de la biodiversité. Si je m'attarde sur cet apport écologique, l'arbre est un individu vivant et l'on peut relever 3 grandes fonctions dans son rôle bioclimatique. En premier lieu, les arbres transpirent,
c'est-à-dire qu'ils absorbent une grande quantité d'eau dans leur corps et leurs racines, puis qu'ils restituent sous forme de vapeur. Ils maintiennent ainsi une certaine humidité dans l'air et participent au cycle de l'eau. Ainsi, ils répondent aux îlots de chaleur urbains et aux canicules, offrant de la fraîcheur et de l'ombrage. Ils créent un substrat organique stabilisant le sol. C'est un rempart contre l'avancée des déserts, l'érosion des sols, mais aussi un moyen de lutter contre le ruissellement et les inondations. Leur deuxième fonction écologique est d'absorber le gaz carbonique. Ils émettent de l'oxygène dans leur processus de photosynthèse et ils sont ce qu'on appelle des puits de carbone. Ils atténuent donc les pollutions atmosphériques et l'effet de serre. Cependant, ils ne font que stocker le gaz carbonique. Lorsque le bois se décompose ou brûle, ils libèrent le CO2. Enfin, leur troisième fonction est d'être un réservoir de biodiversité. 2/3 de toutes les espèces animales et végétales vivent en forêt. Au-delà de ses apports écologiques, l'arbre joue un rôle social important. Il invoque des espaces de détente ou des promenades dans un environnement urbain parfois agressif. Les arbres agissent sur la santé psychique des citadins. Les gestionnaires et aménageurs cherchent à rétablir le dialogue entre la ville et la nature. Juridiquement, il est possible de s'appuyer sur les lois Grenelle. Ces lois proposent de rétablir une trame verte et bleue, c'est-à-dire rétablir une cohérence écologique dans l'aménagement du territoire. Cela peut prendre diverses formes dans les rénovations urbaines. L'arbre est un être vivant, je le rappelle, son entretien est complexe. On peut le tailler, afin qu'il s'adapte à son environnement, qu'il réponde aux objectifs paysagers ou qu'il répare des accidents comme des maladies ou des branches cassées, en forme semi-libre, c'est-à-dire que l'arbre garde une architecture propre à son espèce, ou alors en forme architecturée, c'est-à-dire qu'on lui donne une forme artificielle. Et il est toujours possible d'abattre ou alors de lui prodiguer des soins comme le haubanage, qui est de renforcer les branches indispensables à sa forme naturelle et qui nécessite un support à des fins sécuritaires. Malgré tout cela, l'arbre en ville est en état de stress. Pollution atmosphérique, graffiti et vandalisme, artificialisation des sols, taillage, pollution lumineuse nocturne qui dérègle la photosynthèse. Un autre dilemme qui symbolise les difficultés d'entretien des arbres est le sort que l'on réserve aux arbres creux. Pour les gestionnaires, ce sont des risques d'effondrement, alors qu'ils abritent de nombreuses espèces et sont favorables au développement de la biodiversité. Les arbres ont trop souvent été retirés des centres anciens denses, surtout lorsqu'ils ont été trop considérés par rapport à leur aspect esthétique ou en tant que décor, ce qui est souvent le cas. De trop nombreux paysagistes concepteurs ne veulent pas planter d'arbres pour ne pas boucher la vue ou le paysage. L'arbre est donc trop souvent mis en scène et non intégré en vue de ses apports écologiques. Lors d'un colloque sur l'arbre à Pantin, Daniel Soupe, un pépiniériste, a présenté un système de biodynamisation des sols pour les arbres. L'idée est d'ensemencer des micro-organismes, des bactéries, dans un sol local et non dans une fosse de plantation trop riche en nutriments, afin de donner envie à l'arbre d'étendre ses racines. Des tests très convaincants ont été menés sur les arbres du parking du Futuroscope à Poitiers. Je vous laisse juger par vous-même les résultats avant et après intervention de biodynamisation des sols. Aujourd'hui, il y a très peu de dispositifs juridiques qui protègent les arbres. On peut penser à la loi qui protège les monuments historiques, c'est-à-dire que tous les arbres dans un périmètre de 500 mètres autour d'un monument classé historique est protégé. On peut penser au secteur sauvegardé, mais aussi aux ZPPAU, c'est-à-dire les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, aux ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, et enfin les arrêtés de biotope, qui ont pour but la protection d'un arbre ou d'un groupement d'arbres en particulier. Tous les autres arbres ne sont pas protégés et sont livrés à eux-mêmes. Des conceptions philosophiques contemporaines comme la deep ecology pensent que toute forme de vie a une importance en soi et que nous formons un tissu de vie auquel nous devons répondre de l'ensemble de la biosphère et non plus seulement aux besoins humains. En gros, nous ne sommes qu'un maillon d'une chaîne. La Cour suprême des États-Unis a failli reconnaître de séquoias multiséculaires comme sujet de droit face à l'aménagement d'un parc Disneyland dans l'affaire du Sierra Club en 1972. Cependant, la Cour a expliqué que les arbres ne peuvent se tenir debout devant le tribunal, et c'est donc le préjudice moral aux parties civiles qui a été retenu. La reconnaissance du préjudice écologique pose de nombreuses questions qui doivent trouver leur réponse dans des fondements philosophiques. I talk to the trees, but they don't listen to me. I talk to the stars, but they never hear me. The breeze hasn't time to stop and hear what I say. I talk to them all in vain. But suddenly my words reach someone else.